Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons démarrer dans quelques instants, le temps que les participants se connectent, d'ici une minute à peu près. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je suis Alix Bourra, la responsable du marketing de chez Cencrop, et j'animerai aujourd'hui cette table ronde. Et à mes côtés, vous retrouverez Louis Baudin, Nicolas Rago et Kevin Gilbert, responsable produit chez Cencrop. Alors, tout d'abord, je vous remercie tous d'être présents ce soir et d'avoir répondu si massivement à notre invitation. Vous avez été plus de 750 à vous inscrire, ce qui nous enchante, et nous sommes vraiment ravis que le sujet vous plaise. Donc, avant de démarrer, je vous invite à découvrir l'onglet questions sur la droite de votre écran. Nous allons l'utiliser aussi pour vous poser des sondages pendant la durée du webinaire. Nous prendrons l'ensemble de vos questions à la fin de cette présentation. Pour votre information, la totalité du webinaire est enregistrée et vous la recevrez juste après la fin de ce webinaire par email en appui, et vous pourrez accéder n'importe quel moment à cette présentation. Je vais dès à présent vous présenter nos intervenants. Alors, donc, je suis ravie d'accueillir Louis Baudin. Bonjour Louis. Bonjour, merci pour l'invitation et la proposition. Avec plaisir. Louis, vous êtes diplômé de l'École nationale de météorologie et vous avez été embauché comme prévisionniste dans les stations météorologiques de Météo France. Et vous présentez aujourd'hui les bulletins météo sur TF1. Et vous êtes également rédacteur en chef à RTL, où vous dirigez le service météo. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et à vos côtés, nous retrouvons également Nicolas Rago. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, merci de me donner la parole. Avec plaisir. Nicolas, vous êtes viticulteur et dirigeant du domaine Rago en Bourgogne, qui comprend 9 hectares de vignobles. Vous êtes engagé depuis plus de 15 ans dans le respect du vivant. Votre domaine est depuis 2019, je crois, certifié HVE niveau 3. Donc, bravo à vous. Et vous utilisez au quotidien de nombreux outils de précision pour aiguiller la gestion de votre domaine et vous êtes passionné de météorologie depuis plus de 15 ans. Ouais, depuis longtemps, ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation et de partager votre regard sur l'importance de la prévision météo pour une meilleure gestion de votre vignoble. Et enfin, nous accueillons également Kevin Gilbert. Kevin Gilbert, vous êtes responsable du produit de l'application Cencrop depuis plus de 3 ans. Votre mission est de faire de cette application un outil simple qui aide tous les agriculteurs dans leur prise de décision au quotidien. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir répondu présent. C'est ça, avec plaisir. Bonjour à tous. Bon, on va se tutoyer, Kevin, hein, parce qu'on travaille tous les jours ensemble quand même. Ça sera plus facile. Avant de commencer cette table ronde, voici le programme pour ces 45 minutes de webinaire. Donc, dans un premier temps, Louis va nous expliquer ce qu'est un modèle prédictif, comment ceux-ci sont construits, les modèles que l'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Dans un deuxième temps, nous échangerons sur les spécificités des modèles pour les usages agricoles. Et enfin, nous parlerons de la fiabilité de ces modèles et les moyens possibles pour réduire les incertitudes. Et enfin, nous terminerons bien évidemment avec vos questions que vous pouvez bien évidemment poser dans le chat tout au long de la présentation. Donc, Louis, avant que vous parliez un tout petit peu plus en détail, on va prendre quelques minutes pour inviter les participants à répondre à un sondage. Donc, le sondage va se situer en haut à droite de votre écran. Et normalement, vous devez voir apparaître le sondage dans l'onglet « Sondage ». Donc, on va vous laisser une petite vingtaine de secondes pour répondre à la question suivante. Savez-vous quels modèles de prévision météo sont derrière les applications des sites ou des applications météo? Alors, chacun va pouvoir répondre. Vous voyez certainement les réponses affichées sur le côté. Pour l'instant, c'est une majorité de non. J'attends qu'on me dise que c'est le bon moment. Donc, on s'arrête de voter. Donc, on voit qu'à 70%, les personnes ne connaissent pas
les modèles qui sont derrière les applications et les sites météo. Alors, pour ceux qui connaissent les modèles, est-ce que vous pouvez nous dire, parmi ces modèles-là, lesquels vous sont familiers? Toujours dans le même onglet à droite. On a une petite vingtaine de secondes là-dessus. Donc, Météo Blue, qui est bien sûr le plus connu. Arome, Arpège, GFS40. Voilà, donc ça nous donne notre top 3. Voilà, donc Louis, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Oui. Et pouvez-vous dire, du coup, il faut peut-être réagir sur ces quelques résultats de sondage et puis après nous rentrer dans le vif du sujet et nous dire comment on construit tous ces modèles justement météo. Oui, alors déjà, bonjour, rebonjour à tous ceux qui sont là et qui arrivent. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous autour d'une matière qui me passionne et qui aujourd'hui me fait vivre aussi depuis une quarantaine d'années, de Météo France aux médias aujourd'hui. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vois que dans les réponses, c'est vrai qu'il y a finalement peu de connaissances sur l'origine des prévisions et sur la façon dont elles arrivent jusqu'à vous. Vous, ce qui compte, et c'est normal, l'utilisateur aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est une réponse fiable, qui corresponde, facile à comprendre. Donc, ça va bien au-delà du modèle météo lui-même. C'est la façon dont après, on vous restitue cette information. Évidemment, moi, je suis aujourd'hui dans ce rôle-là, dans deux médias qui sont TF1 et RTL. Et l'autre aspect, c'est que je vois quand même que vous connaissez quelques modèles pour certains, essentiellement des modèles français, Arome ou encore Arpège, et puis ce modèle un peu universel qui s'appelle GFS, qui est un modèle américain, et puis Météo Blue, qui est aussi un site qui, lui, fait la synthèse de beaucoup de modèles et qui a surtout l'énorme avantage très pratique dans son utilisation. Voilà pourquoi c'est, je pense, un site, un modèle aujourd'hui qui correspond bien aux attentes. Alors, si on revient à l'origine de ces modèles, il faut comprendre que pour essayer de prévoir, d'imaginer, c'est quand même extraordinaire, prévoir l'évolution de la nature par rapport à ce que l'on connaît à un moment T. Donc, la première chose que l'on fait pour faire de bonnes prévisions, et on s'y attache encore aujourd'hui, c'est faire de bonnes observations. Et vous savez que ce n'est pas si simple que ça d'observer le temps qu'il fait sur la Terre à un moment donné. Ça peut paraître bête et un peu ridicule, mais la première chose à savoir, c'est quel temps fait-il en ce moment. Alors pour ça, évidemment, vous le savez pour la plupart, on a des stations d'observation qui sont installées sur tout le territoire, mais si on s'étend un petit peu plus loin, eh bien on s'aperçoit qu'en mer, ce qui recouvre quand même 70% de la planète, eh ben, c'est compliqué d'avoir des observations. Alors on a quelques bateaux, et aujourd'hui on s'appuie sur un autre support, et qui est le satellite. Évidemment, ce satellite va être vraiment quelque chose de nouveau depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il nous donne des images de la Terre régulièrement, que ce soit les satellites défilants ou encore géostationnaires, et puis on peut comme ça avoir une observation un peu plus complète. Et puis, on a un autre aspect à connaître qui est en altitude. Alors aujourd'hui, on a les avions, on a aussi parfois des ballons qui sont envoyés régulièrement. Moi, quand j'ai commencé à la météo, j'ai eu cette fonction-là, d'envoyer des ballons qui permettaient de suivre l'évolution de la température, de l'humidité avec l'altitude. Ce n'était pas si évident que ça. Et aujourd'hui, encore une fois, les nouveaux satellites permettent d'avoir une description de ce qui se passe dans le ciel, non plus au niveau du sol, mais à haute altitude, parce que ça compte pour la prévision. Parce que l'autre élément important à savoir, avant d'arriver à cette modélisation, c'est que pour faire une bonne prévision à un endroit du globe, il faut connaître, ça peut paraître paradoxal, le temps qu'il fait sur toute la planète. Si je veux faire une bonne prévision sur la France, sur la Bourgogne, sur la Bretagne, sur le Sud, il faut que je connaisse le temps qu'il fait également à New York, à Moscou ou encore à Melbourne. Parce que tout est en interaction. Donc voilà, première chose, c'est densifier les observations. Et encore aujourd'hui, eh bien Météo France par exemple, et tous les grands services météo sont en demande. D'où l'intérêt d'avoir des stations météo installées de plus en plus fréquemment et avec une bonne densité sur tout le territoire pour pouvoir faire de meilleures prévisions. Ça, c'est le premier aspect. Mais évidemment, quand on a toutes ces observations, ben ensuite, il faut leur appliquer les équations, c'est-à-dire leur appliquer que l'on a de l'atmosphère. Donc, l'atmosphère, c'est un gaz. On appelle ça un gaz parfait, même si ça ne l'est pas tout à fait vrai. Et on lui applique toutes les équations de la thermodynamique, de la cinématique. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais pour pouvoir éventuellement prévoir l'évolution de cette atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une petite particule d'air
Et cette petite particule d'air, à un instant donné, on sait qu'elle a telle température, telle pression, telle humidité. Et ensuite, on lui applique ces équations. Et comme ça, d'heure en heure, de 3 heures en 3 heures, de jour en jour, on essaie de voir quelle évolution elle va avoir. Est-ce qu'elle va être plus humide, plus chaude, plus froide? Et c'est comme ça qu'on fait de la prévision. Oui, mais ces petites particules-là, il y en a des milliards. Donc, vous avez bien compris que pour pouvoir faire toutes les équations, il va falloir des capacités de calcul énormes. Donc, on va utiliser, ça c'est la dernière arme aujourd'hui, des calculateurs de plus en plus puissants. Et cette alchimie entre les observations de plus en plus fréquentes et les puissances de calcul qui augmentent, qui permettent d'arriver à la sortie à ce qu'on appelle des modèles, modélisation d'atmosphère. Et on utilise des sorties, on appelle ça nous des sorties de modèles, mais en tout cas les cartes que produisent ces ordinateurs pour ensuite fabriquer la prévision et la mettre à la disposition du public. Alors un public qui peut être spécialisé, monde agricole, monde de l'aviation, le monde des marins, ou encore le monde par exemple du tourisme, qui est de plus en plus demandeur de prévisions très spécifiques pour leur usage. Donc voilà comment on construit un modèle. Donc là, on a pu voir, on a un peu résumé certaines des données que vous venez de nous énoncer, donc les données des satellites, les avions, les stations météo, l'analyse et puis la création d'algorithmes. C'est un peu la synthèse, on va dire, de ce que vous venez de nous expliquer. Exactement, c'est-à-dire que après, évidemment, cet ensemble entre les observations, les équations et les puissances de calcul, cet ensemble, on le fait évoluer en permanence. Évidemment, en fonction du pays où on se trouve, on va concentrer ou appliquer les équations, je résume un peu, mais sur la zone qui nous intéresse. Évidemment que Météo France, à travers Arome et Arpège notamment, même s'ils peuvent faire de la prévision sur le monde entier, s'attache à être plus précis, plus juste sur la France. Et c'est le cas de tous les modèles affublés à un pays. Alors, il y a quelques modèles qui en sortent un petit peu. Il y a le modèle GFS, qui est un modèle américain, mais les Américains ont toujours une vision un petit peu mondiale de leur influence. Et du coup, ce modèle-là travaille à peu près avec la même performance, les mêmes limites, après ça on pourra en parler, sur la totalité du globe. C'est la même chose pour un modèle qui s'appelle ECMWF, qui est un modèle européen, qui lui est un modèle qui met en commun toutes les capacités des principaux pays européens, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. La plupart des pays d'Europe contribuent à ce modèle qui est installé à Reading en Angleterre. Et ce modèle, lui aussi, a vocation à évidemment couvrir l'Europe, mais le monde entier. C'est en ça qu'il a la même efficacité. On peut le comparer un peu à GFS américain et ECMWF européen. Mais tous les autres modèles ont des vocations beaucoup plus locales. Quand je dis local, c'est à l'échelle d'un pays, que ce soit les modèles allemands, français, espagnols ou encore les modèles des pays nordiques, où là, évidemment, on cherche à améliorer surtout la prévision sur sa zone, donc sur sa zone d'influence, entre guillemets. Et donc, je crois que Nicolas avait une question. On a pas mal échangé en préparant ce webinaire. C'était Oui. En tant que viticulteur, je vous laisse poser la question en acteur studio. Ouais. Bonsoir à tous. Louis, je vous entendais là tout à l'heure sur les modèles. Alors c'est intéressant, on a effectivement beaucoup de modèles, mais ce qui est important, c'est pourquoi il y a autant de différences au final entre les modèles. Il y a des modèles qui sont plus optimistes, il y a des modèles qui sont plus pessimistes. Pourquoi avoir autant de différences et autant d'écarts entre ces modèles ? Oui, alors ça c'est très perturbant. D'ailleurs, quand vous êtes prévisionniste, moi tous les matins, je regarde tous ces modèles et c'est très perturbant parce qu'effectivement, ils ne voient pas tous la même évolution. Vous avez raison, il y en a qui sont un peu plus optimistes, plus pessimistes. Alors, on essaye au quotidien, avec un peu d'expérience, de déchiffrer toutes ces différences et de dire, tiens, celui-là, peut-être dans cette situation, il est un petit peu mieux, celui-là dans d'autres. Bon, tout ça étant très subjectif. Je le redirai régulièrement, je pense, au niveau de mes interventions, mais la météo, moi, elle m'a surtout appris l'humilité et de rester très modeste par rapport à cette matière et ce qu'elle peut encore offrir, même si elle progresse. J'espère qu'elle progressera encore, mais c'est vrai qu'elle a ses limites et notamment, on le voit à travers ses interprétations et ses différentes sorties de modèles. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des différences ? Bon, je le disais en préambule, c'est que déjà, au niveau des pays, en fonction des spécificités de ce pays, on va mettre des algorithmes, on va travailler le modèle et les puissances de calcul pour ces spécificités. Il est évident, quand on fait une prévision sur l'Angleterre, où on sait qu'on a une énorme influence maritime,
on a l'influence océanique, on va travailler peut-être un peu plus sur l'intensité, la prévision de l'intensité des perturbations. Quand on est sur l'Allemagne, on a évidemment un climat plus continental, donc on va travailler là aussi peut-être sur une meilleure intégration des zones anticycloniques, des zones de blocage, des conflits de masse d'air, parce que là, c'est ce qui va être prépondérant. Puis après, il y a des pays un peu plus compliqués comme la France, notamment, où là, on a plusieurs influences. On a l'influence atlantique, on a l'influence continentale, et puis même l'influence méditerranéenne sur la partie sud, et tout ça peut se mélanger. Et donc, ça complexifie. Et d'ailleurs, faire une prévision sur la France, c'est à la fois très stimulant et intéressant, mais en même temps, c'est plus compliqué. Faire une bonne fiabilité, une bonne prévision sur l'Angleterre, je peux vous dire, pour l'avoir fait un peu quand je faisais de la course au large, c'était beaucoup plus simple, et d'ailleurs, plus généralement sur les océans, c'est beaucoup plus simple de faire une bonne prévision que sur Terre, et notamment sur un pays qui est au carrefour de plein d'influences. Alors, c'est vrai pour le prévisionnisme, mais c'est vrai aussi pour le modèle, parce qu'il a intégré beaucoup plus de données. Et donc, en fonction de ces différentes influences, ou en tout cas de ces prédispositions, eh bien, les modèles à leur sortie, quand on les applique sur un pays ou sur une région, vont pouvoir donner des différences. Et c'est ce qui crée ces différences. Mais il va falloir apprendre à s'en servir. Et on va y revenir, mais il y a des modèles dont on sent bien qu'ils sont justement sous l'influence un peu plus atlantique, les modèles anglais, les modèles peut-être un peu français, que d'autres modèles qui vont être un peu plus impliqués près de la montagne, sur le climat continental, modèle allemand, modèle suisse, qui peut être très performant sur la montagne. Donc ça peut être intéressant, en fonction de la région où on se trouve, effectivement alors parfois noter ces différences, mais surtout de se dire petit à petit à l'usage, tiens, régulièrement ce modèle-là. Alors, c'est vrai que quand on dit ça, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une grosse implication, donc passer du temps sur la météorologie. Hein. Ça, c'est aussi un facteur, ça peut être un choix ou pas, hein. On peut choisir de passer du temps, mais à partir du moment où on va commencer à régulièrement, tous les jours, comparer sur sa zone qui nous intéresse, différents modèles, leurs différentes sorties, on va pouvoir petit à petit se dire, tiens, celui-là, dans telles conditions, ou pour ma géographie, ou pour ma zone, ou pour les paramètres qui m'intéressent, il est un petit peu plus performant. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire ce travail de patience, donc régulièrement, tous les jours, c'est ça que ça veut dire, peut-être même pour certains plusieurs fois par jour. Je crois que Nicolas, qui est un météo, pourra le confirmer. Ça prend beaucoup Vous faites de temps, la transition. Vous faites la transition parfaite vers la partie de Nicolas. C'était exactement, en effet, le sujet de Nicolas. C'est que quand on a préparé cette table ronde, c'était de trouver quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec la météo, de l'analyser, de travailler avec dans son quotidien. Et donc, du coup, c'était l'idée d'inviter Nicolas pour qu'il nous partage son retour d'expérience par rapport aux usages agricoles. Et de comprendre mieux en quoi certains modèles sont plus adaptés aux spécificités des usages agricoles. Donc, la transition est faite pour Nicolas. L'idée était de se poser la question sur est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des usages de prévision que vous faites au quotidien sur votre exploitation et comment vous arrivez à jongler avec tous ces modèles et à prendre les meilleures décisions pour votre vignoble. Oui, alors bon, en tant qu'agriculteur, bon, viticulteur, mais agriculteur avant tout, dans tous les cas, la météo, je vais rien apprendre à des agriculteurs, hein. C'est notre quotidien, on la regarde plusieurs fois par jour et parfois on rage un peu parce que on préférait qu'elle soit plus meilleure et donc du coup, parfois, il nous arrive quand on trouve pas le modèle qui nous annonce du beau temps et qu'on souhaite du beau temps, on va chercher la météo, le modèle qui va en annoncer, ça en fait pas venir plus. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu attentif à ces conditions. Moi, je suis assez attentif aux prévisions. Donc, j'utilise beaucoup le modèle Météo Blue que je trouve qui est assez performant dans mon secteur en Bourgogne. Et je trouve qu'il répond assez bien. Maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années que je le côtoie, que je le regarde au quotidien. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à affiner, mais je suis loin d'être le seul, on est tous un peu comme ça, et quand on a l'habitude de regarder un modèle, il y a des fois, je me dis, tiens, ils annoncent de la pluie, mais au vu des conditions, à mon avis, ça va peut-être pas tomber, Météo Blue, ils sont assez justes, ils annoncent pas de pluie supérieure à ce qui pourrait tomber. Globalement, quand ils annoncent c'est plus souvent, il peut en tomber plus que ce qui était prévu. C'est peut-être éventuellement le risque. Mais c'est vrai que dans la période d'hiver, moi, je m'en sers beaucoup. Donc, les modèles, l'intérêt, c'est de pouvoir quand même organiser sa semaine. Donc, moi, pour la viticulture, j'ai besoin, par exemple, en période d'hiver, d'aller broyer des sarments ou dépendre des engrais. Je vais préférer des sols qui vont être
qui vont être gelés pour éviter de tasser les terrains. Et donc, effectivement, quand je vois arriver sur mes modèles des épisodes de gel qui vont être assez importants sur la durée, je dis voilà, les sols vont être pris, je vais pouvoir avoir une bonne portance du sol, donc je vais en profiter, mais en même temps, bon, comme j'ai des stations, je vais regarder dans la réalité. À partir de 20h le soir, je m'aperçois qu'on a 0 degré. Donc là, je dis, ouais, c'est une bonne indication. Je vais regarder dehors, le ciel est dégagé. Je sais qu'on aura une bonne prise en glace et que le sol sera bien pris. Avant d'aller me coucher, je vais encore vérifier la température. Je vois qu'elle chute. Pas de souci. Le lendemain matin, je mets le réveil à 5h. Je regarde sur mes prévisions, j'ai -5, -6. Là, je sais d'office que mes terrains sont pris et que je peux aller travailler dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est en période d'hiver, c'est des choses que j'utilise. Donc si j'ai pas la prévision avant, je peux pas l'anticiper. Et du coup, après, si j'ai pas les stations qui sont en place, je peux pas non plus analyser. Par le passé, c'était plus empirique. Je regardais plus ou moins mon thermomètre dehors, je sortais, je me levais à 4h du matin, j'allais voir mon différentes parcelles, je faisais des essais comme ça au pied, et puis je prenais un engin, puis j'y allais. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, moi, ces outils m'aident au quotidien, aussi bien sur la prévision que sur la mesure terrain. Et dans la période d'été, on va voir exactement la même chose. Alors c'est sûr que pour pouvoir placer un traitement, tout simplement, dans des conditions où on sait que voilà, on a eu des contaminations, qu'il va falloir renouveler un positionnement de traitement, et que la météo elle est pas favorable et qu'on va devoir trouver une fenêtre, et des fois c'est compliqué. Donc on va regarder dans les modèles la fenêtre la plus optimum pour arriver à positionner ce traitement, et puis des fois dans l'urgence, donc c'est-à-dire qu'il faut trouver la plus rapide. Moi, je me suis équipé pour pouvoir traiter de nuit, et du coup, je vais utiliser également donc la modélisation, mais les conditions climatiques, météo, donc de la parcelle, donc de l'hygrométrie, de la rosée. Donc, j'ai aussi une feuille qui me permet de détecter donc, la Leafcraft, qui détecte les points de rosée. Et c'est vrai que quand vous attaquez à 4h du matin et que en vous réveillant, vous regardez sur votre station, vous voyez qu'il y a de la rosée, c'est même pas la peine de vous lever. Vous repoussez le réveil d'une heure et du coup, vous adaptez. Et du coup, moi, je trouve que je suis plus performant où on affine dans des périodes où on a quand même une activité qui peut être très importante, et le sommeil est également plus qu'important dans des périodes d'activité intense. Donc c'est aussi un repos de pouvoir se baser sur des données fiables de météo sur le terrain. Ouais, excellent, parce que vous avez vraiment couvert le principe même de l'agriculture, qui est d'être en constante analyse de la météo. Il y a des périodes un peu plus calmes, comme vous me l'aviez expliqué, en hiver, mais globalement, la consultation de la météo au quotidien, c'est vraiment, c'est pas un mythe. Du coup, ça me fait une transition par rapport à Kevin, qui est notre product owner chez Sencrop, qui développe l'application Sencrop, et qui, lui, analyse un peu les usages de l'application tout au long de l'année. Donc, c'est ce qu'il va un peu nous présenter. Et puis, on parlera ensuite de fiabilité. Ouais, effectivement, c'est exactement ce que dit Nicolas, hein. C'est un besoin au niveau de l'agriculture et de la viticulture. Les prévisions météo, c'est un besoin constant. Nous, ce qu'on constate chez Sencrop, c'est qu'on a des visites sur nos pages de prévisions météo toute l'année. Et puis, comme on peut le voir sur le graphique, il y a des périodes où il y a des pics d'activité. Donc, ça va être toutes les périodes où il y a des interventions à la parcelle. Donc, ça va être les phases de semis, les phases de récolte, les phases de vendange aussi pour la viticulture. Et puis, bien évidemment, tout ce qui va concerner les alertes gel pour les périodes aux alentours de mars, pour tout ce qui est viticulture et arboriculture. Donc, ouais, effectivement, c'est un besoin du quotidien. Et c'est vrai que les prévisions météo, ça reste l'outil numéro 1 des agriculteurs qui vont utiliser tous les jours. Et nous, on le voit à travers l'observation qui peut être faite à travers les stations, mais également aussi à travers les services de prévision qu'on peut fournir. Excellent. Donc, merci à tous pour ces super explications. Et avant de commencer la deuxième partie de cette discussion, je vais vous inviter de nouveau à faire un petit sondage sur votre niveau de confiance par rapport à la prévision météo. Donc, dans un premier temps, la prévision météo à 2 jours. Et puis, dans un deuxième temps, à 7 jours. Donc, je vous laisse voter. Vous avez une petite quinzaine de secondes. Sur la prévision dans un premier temps à 2 jours, sachant que le niveau de confiance est maximal et
et à 5, et pas de confiance à 0. Bon, ça a l'air assez plutôt confiant, je ne sais pas, non pas trop. Ça bouge pas mal. Donc c'est entre deux, hein. Il n'y a pas vraiment de... Le numéro 3, c'est jamais bon. On aurait dû mettre de 0 à 4, ça aurait été plus tranché. Bon, ok, super. On va arrêter le vote ici. Oui, voilà, on voit que c'est pas très marqué. En fait, c'est un petit peu difficile de se positionner en effet vis-à-vis de la confiance. On sent qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à la prévision. Et alors, je pense que ça va être intéressant de voir à 7 jours, qu'est-ce que ça donne. Donc, la prévision à 7 jours. Hop. Ah oui, non, pardon, j'ai regardé. Les prévisions à 7 jours, c'était en haut et la prévision à 2 jours, c'était en bas. Donc, la prévision à 2 jours, il y a clairement un niveau de confiance supérieur. Donc, on est à 80% des participants qui estiment faire confiance à la prévision à 2 jours. Et en effet, par contre, sur la prévision à 7 jours, la tendance est que vraiment, c'est plus complexe de se positionner. Donc, Louis, qu'est-ce que vous... Du coup, ça nous emmène vers la question, est-ce que, du coup, on peut faire confiance à un modèle? Et j'ai un peu cette question provocatrice pour vous, qui est, est-ce qu'un modèle peut être 100% fiable? Bon, bah non, hein, malheureusement, et c'est bien d'ailleurs, hein, je vois que nos auditeurs ne sont pas dupes, hein, les modèles ne sont pas fiables à 100%. Je ne sais pas s'ils le seront un jour d'ailleurs, hein, ça c'est une autre question de fond. Est-ce que la nature pourra être mise en équation demain, quel que soit le niveau d'observation et la puissance des calculateurs? Peut-être pas, peut-être que la nature, dans une petite part, on espère la plus courte possible, nous résistera toujours. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas dans une fiabilité à 100%, ce qui est assez perturbant d'ailleurs, parce qu'effectivement, si on regarde les prévisions au quotidien sur toute une année, forcément, quand on fera le bilan à la fin de l'année, on se dira, ah bah si, quand même, ça n'a pas trop mal marché. On est aux alentours de 90-95%, je pense, aujourd'hui, sur une prévision à 24 heures ou à l'intérieur de 24 heures. Ou un peu moins, et puis ensuite ça diminue régulièrement au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Mais ça veut dire aussi qu'il faut accepter dès le départ, malheureusement, et quand je dis que ça apprend l'humilité, il faut accepter que, moi je le sais, par exemple, quand je fais une prévision au quotidien, hein, pour des auditeurs, des téléspectateurs, je sais que en gros, une journée sur 30, une journée par mois, à peu près, je vais me tromper. Voilà, ben, c'est comme ça. C'est dur à accepter. Ça peut mal tomber d'ailleurs parfois, hein, pour des professionnels, pour des agriculteurs, parce que ça va être un moment d'une intervention critique importante. Et donc, mais malheureusement, c'est comme ça. Et évidemment, on essaie de limiter au maximum ces erreurs, mais c'est encore. Donc, quand on fait le bilan d'une année, ben, vous le faites, je pense, d'une manière beaucoup plus brutale et parfois à vos dépens, et bien qu'il y a encore des moments où on peut se tromper sur des quantités de pluie, sur du gel prévu ou non prévu, sur des orages, sur une sécheresse, voilà, et malheureusement, il y a encore un peu d'impression. Mais globalement, quand même, je veux le dire, moi, ça fait presque 40 ans maintenant que je fais ce métier-là, on a quand même une progression régulière, même si sur ces dernières années, évidemment, plus on se rapproche du 100%, plus là, la progression sur la fiabilité et la qualité des prévisions est plus compliquée. Je me souviens des années 90 notamment, où quasiment d'une année sur l'autre, on gagnait 5-10 points de fiabilité à 48 heures ou à 72 heures et encore plus à 24 heures. Bah, aujourd'hui, les progrès sont un peu plus lents, mais j'espère qu'on va continuer à le faire, au moins sur la prévision à très court terme, dans les toutes prochaines années. Parfait. Du coup, la question qu'on se pose au niveau applicatif, au niveau agricole, c'est de se dire comment on arrive à diminuer un peu ce niveau d'incertitude et comment vous, par expérience, vous composez avec la météo et ces différents modèles et recommandations que vous suivez au quotidien, de point de vue pratico-pratique pour notre audience. Alors c'est sûr que bon, la météo, bon, comme l'a dit Louis, hein, c'est clair que c'est pas une science exacte et donc l'erreur est toujours possible. Hein. C'est vrai que lorsqu'on a l'ose du beau temps et que globalement on a un temps anticyclonique pour plusieurs semaines, ou enfin tout de moins plusieurs jours d'affilée, c'est sûr que là c'est facile à évaluer. On aura du beau temps qui va se maintenir. Quand on arrive dans des périodes perturbées,
ça c'est évident que l'orage, et ça nous est tous arrivé en tant qu'agriculteurs, l'orage qui devait passer à 5-6 km, qui était prévu le matin quand on a attaqué, 4 heures plus tard, il s'est décalé de quelques millièmes de degrés, et au final, au lieu de passer à 10 km, on se le prend en pleine poire, et ça, je veux dire, c'est des choses qui arrivent fréquemment, et ça malheureusement je pense qu'on aura toujours du mal à l'anticiper, et c'est compliqué. Moi sur l'étude des modèles, sur comment le modèle Météo Blue, on a le rain crop qui est un cercle avec le centre, et vous avez au centre du cercle c'est vous, et vous avez donc les conditions probables dans les 30 km autour de vous. Donc ce qui est intéressant, c'est que on arrive à voir si le cercle est tout bleu et qu'ils annoncent de la pluie. C'est clair que vous aurez de la pluie, et dans la majorité du temps, c'est ce qui est annoncé. Quand le cercle il est tout en pointillé, vous savez que globalement, vous allez prendre des averses. Donc, évitez de positionner un traitement ou d'avoir un travail qui va vous pénaliser et que vous ne pourrez pas continuer. Après, ça demande une modification de son organisation de travail. Quand les conditions sont critiques et que vous n'avez pas le choix, il faut des fois prendre des risques et puis s'adapter. Moi, je sais que je compare du coup souvent entre ce qui était prévu et ce qui allait tomber. J'ai plusieurs stations météo et donc du coup plusieurs pluviomètres connectés. C'est sûr que quand on a potentiellement un rapport où on vous dit il va tomber 12 mm dans la journée ou dans la matinée, et que vous étudiez vos pluviomètres, mes pluviomètres sont tous dans un rayon assez proche, puisque mon domaine est assez restreint, et j'ai 4 pluviomètres à moins d'1 kilomètre les uns des autres. Donc on couvre jusqu'à 3 km en fait sur les distances totales. On peut avoir des écarts de 3-4 mm, voire même des fois beaucoup plus sur un orage, où on peut avoir un orage où on avait 12 d'annoncés, on aura eu 25, et puis à l'extrême, 3 km plus loin, on aurait eu à peine 10. Et ça, c'est dans l'usage, c'est quand même complètement… l'analyse ne sera pas la même après en fonction de ce qui sera tombé. Et votre pluviomètre au domaine, lui, il a peut-être eu 17 mm. Et du coup, l'utilisation vraiment de terrain, c'est que je vais après gérer mes parcelles différemment entre le gros orage et la petite pluie qui est tombée. Ouais. Et du coup ce que vous avez fait de façon assez, ce que vous faites au quotidien un peu de façon, on va dire, artisanale ou à petite échelle, on va dire plus exactement, c'est-à-dire de comparer la prévision à l'observation pour prendre un peu confiance par rapport aux différents modèles. On a notre product owner qui est ici présent, Kevin, avec l'équipe data de Sencrop, qui a voulu faire ça, mais à une échelle un peu plus ambitieuse, l'échelle européenne, et profiter de notre réseau de stations pour justement à l'échelle plus large faire ce comparatif, et je vais le laisser présenter un peu les résultats de cette recherche et les conclusions qu'on peut en tirer. Je te laisse la parole, Kevin. Oui, effectivement, ce qu'on a essayé de faire chez Sencrop, c'est de se poser la question, en gros, quel est le modèle le plus fiable pour qu'un agriculteur puisse prendre sa décision au quotidien. Et donc, pour ça, on a fait une analyse en essayant de comparer en fait les relevés des stations météo qu'on a sur notre parc de stations en Europe, et avec les prévisions des différents modèles. Donc, on a fait cette analyse sur un peu plus de 300 stations en Europe, et on a essayé globalement de poser un score en fait pour chacun des critères. Donc, par exemple, on va dire pour la température à court terme, de se dire voilà comment les modèles se comportent, quel est le meilleur modèle pour la fiabilité. Donc, on a posé un score. Et donc, pour poser ce score, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de définir des critères qui vont nous permettre de juger de la fiabilité d'un modèle. Donc, par exemple, pour la température, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, par exemple, l'écart entre la prévision et la réalité, en tout cas la valeur observée par la station météo. Mais on a aussi posé des indicateurs qui sont très orientés agriculture, dans le sens où, par exemple, on va essayer d'accorder plus de poids à un modèle qui va être plutôt bon sur les températures gélives, donc en dessous de 0 degré, comparé à un modèle qui va annoncer 20 degrés au lieu de 22 ou 23. À la limite, l'impact est quand même beaucoup plus mineur pour l'agriculteur. Donc, si on regarde un petit peu les résultats de l'analyse, donc là, on a fait ces résultats. Donc, c'est l'analyse a été faite sur le mois de janvier. Donc, si on regarde à l'échelle du territoire français, sur la partie gauche, donc on est sur des prévisions à court terme, donc entre 0 et 24 heures. Et sur la partie droite, donc du long terme, entre 3 et 7 jours.
ce qu'on constate globalement, c'est déjà la première information, c'est qu'il n'y a pas un modèle qui est meilleur qu'un autre sur l'ensemble du territoire, mais que ça va dépendre des territoires. Donc, si on regarde sur les prévisions court terme, on voit en bleu ciel sur la partie est que le modèle AROM de Météo France est plutôt bien noté. On voit que globalement, sur le secteur de Champagne, etc., c'est plutôt le modèle français qui ressort, alors qu'à l'inverse, on est plutôt sur le modèle néerlandais sur la partie ouest, donc toutes mesures confondues. Donc ça, je ne sais pas, Louis pourra peut-être nous apporter quelques précisions là-dessus, mais c'est peut-être justement par le fait de la proximité avec l'océan et que le climat est peut-être une tendance, on va dire, plus proche de ce qui se fait aux Pays-Bas. Et puis si on regarde sur la partie plus long terme, donc on a 3 modèles globalement qui se détachent. Sur la partie centrale de la France, on a le modèle Arpège de Météo France. Sur la partie sud, on a les 2 modèles, donc le modèle suisse Météo Blue et puis le modèle allemand Icon. Donc là, c'est encore une fois, je pense que ça peut s'expliquer aussi par le fait que on est plus proche en termes de topologie de terrain de l'Allemagne et en termes de proximité avec les Alpes notamment. Et du coup, tu voulais peut-être revenir sur tes analyses sur la température plus précisément, puisque tu as observé la température et puis la pluviométrie. Oui, effectivement. Donc, on a fait ces analyses. Donc là, on est sur l'analyse de la température sur les prévisions à long terme. Donc, sur la partie gauche, on voit, on peut voir le score attribué à chaque modèle pendant tout le mois de janvier. Donc, on voit la ligne jaune tout en haut. Donc, c'est le modèle allemand. On voit que globalement, sur la température à long terme, c'est le modèle allemand qui se détache du reste. Et les deux modèles qui arrivent juste derrière, donc ça va être le modèle Météo Blue et le modèle Arpège. Donc, ça veut dire que c'est 3 modèles relativement fiables pour les prévisions de température. Et une information qui est assez intéressante de voir, c'est que c'est relativement stable dans le temps. C'est-à-dire qu'un modèle qui est bon est relativement bon sur l'ensemble du mois. Il n'y a pas des périodes où il va être beaucoup moins bon. Globalement, le modèle allemand et le modèle Météo Blue et Météo France sont bons sur la température. Et inversement, si on regarde sur les prévisions donc de pluviométrie, bon là, on voit tout de suite en regardant le graphique que c'est beaucoup plus chaotique. Je pense que c'est un peu ce que Louis et Nicolas disaient juste avant, c'est-à-dire que la prévision de pluviométrie, ça reste quand même beaucoup plus compliqué. On voit que Météo Blue est quand même plutôt bien noté, mais il y a une période sur la fin du mois où il va passer un petit peu en dessous. Le modèle allemand qui est relativement bon, et après, sur les autres modèles, on va dire que ça fait un peu le yo-yo pendant tout le mois. Donc ça reste très instable pour l'ensemble des modèles, mais si on pouvait dire de choisir un ou 2 modèles, ce serait le modèle Météo Blue et le modèle allemand à l'échelle de la France. Et donc, globalement, pour résumer, au niveau de la fiabilité d'un modèle, c'est un peu ce que disait Louis au tout début, c'est que ça va dépendre vraiment du territoire et de la localisation d'exploitation. Ça va aussi dépendre de la mesure. Donc, en fonction est-ce qu'on regarde la pluie, est-ce qu'on regarde la température ou est-ce qu'on regarde l'hygrométrie pour tout ce qui est maladie et traitement, par exemple, de l'horizon forcément, et puis de la saisonnalité, c'est-à-dire qu'un modèle qui est bon en hiver sera peut-être pas forcément aussi bon sur des périodes orageuses pendant l'été. Et donc, je ne sais pas si ça apporte des éléments de réponse, mais si globalement, on devait s'appuyer sur un ou plusieurs modèles pour prendre des décisions, nous, ce qu'on conseillerait, ce serait de s'appuyer sur le modèle français, le modèle allemand et le modèle Météo Blue qui sortent un petit peu du lot par rapport aux autres. Mais encore une fois, on a des spécificités ultra locales en fonction surtout principalement de la zone et du territoire de l'exploitation. Il y a quand même un absent aussi de la liste, c'est le modèle GFS. Donc le modèle GFS, c'est celui qui est repris par la majorité des sites météo qu'on peut retrouver en ligne aujourd'hui. Donc c'est le modèle américain et je pense qu'il a été assez impacté par la période de Covid, notamment avec le manque d'observation au niveau des avions. Et puis toutes ces analyses, c'est ce que Nicolas disait, hein, je pense qu'il faut quand même garder en tête que ça reste des prévisions météo, que la fiabilité, il faut essayer d'apprendre avec des observations qu'on peut faire au niveau du terrain et au niveau de la parcelle. Très clair. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat qu'on essaye de suivre, mais qui étaient en particulier liées à la diminution de la précision des prévisions dues au trafic aérien. C'est quelque chose qui, en effet,
a été beaucoup entendu justement à cause de la période Covid. Du coup, est-ce que vous voulez rebondir peut-être dessus, Louis ou... Oui, c'est ce que je disais en préambule. Hein. C'est clair que le secret de bonne prévision, ça passe par une très bonne observation de ce qui se passe sur la planète. Donc, effectivement, toute donnée manquante temporairement ou pour un temps plus long, ce qui s'est passé malheureusement avec la période de Covid, va impacter les modèles, donc va impacter les résultats. Ça c'est une évidence, hein, puisque la volonté aujourd'hui de tous les pays qui travaillent sur la modélisation de l'atmosphère, c'est d'avoir des observations de plus en plus complètes, fiables, avec effectivement des comparaisons tout à fait possibles d'une station à l'autre. Hein. Ça va être un des combats demain, c'est qu'il y ait un cahier des charges très précis sur la façon dont on relève les différents paramètres météo pour qu'on puisse les comparer et les intégrer dans un collectif, donc dans une modélisation. Mais c'est évident que dans une période de Covid où on a peut-être eu beaucoup moins d'observations, ça a forcément un peu impacté. Alors, dans quelle mesure? Parce qu'évidemment, il n'y a pas que ça comme observation, il n'y a pas que les observations aériennes. Je le disais, les satellites aujourd'hui sont de plus en plus présents et eux ont continué à travailler, mais c'est certain qu'il y a peut-être eu un petit pourcent de moins dans la fiabilité des prévisions. Je rebondis aussi sur un point qui est dit, qui est dans la discussion, qui est suivant le positionnement, l'environnement, la hauteur des capteurs, cela peut faire varier les données et les remontées d'informations. Donc ça, c'était une question aussi qui était posée dans le chat. De dire que les observations en fonction des hauteurs de capteurs, en effet, on sait que les stations Météo France sont à 10 mètres de hauteur, des stations Synchrop peuvent être à 2 mètres de hauteur. En effet, cela pourrait avoir un impact sur la prise de mesure. Alors ça, pour revenir à ça, en tout cas fondamentalement, ce qui est intégré dans les calculateurs, ce qui est intégré dans les services météo, il y a un cahier des charges qui a été défini par l'OMM qui est très très précis. C'est-à-dire que la mesure des différents paramètres météo doivent se faire dans un abri, situé à 1,50 m, dont la porte ne s'ouvre on va pouvoir modifier. Donc voilà, il y a un cahier des charges qui est très très précis et il n'y a que les données intégrant ce cahier des charges qui sont rentrées dans les calculateurs, donc dans la modélisation. On comprend bien que si on n'a pas le même cahier des charges à l'origine, forcément ça va nous biaiser l'information et donc le calcul. Donc ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est important et donc pour intégrer plus d'observations, il va falloir respecter ce cahier des charges à l'avenir pour qu'on puisse augmenter ces informations et ces observations de base. C'est très clair. Alors, on a énormément de questions, donc je vais voir si je vais être capable de faire le tri. On a une question de quelqu'un que vous devez certainement tous bien connaître, Olivier Dedon, qui est dans le chat, qui est responsable météo chez Arvalis, et qui nous pose la question, faut-il mieux privilégier la diversité des modèles pour appréhender le temps à venir ou se baser sur la prévision d'ensemble appliquée à un modèle? Elle est fondamentale, cette question, parce que ça pose le problème de la façon dont on veut gérer et s'intégrer par rapport à la météorologie. Nicolas en a fait une vraie passion, est devenu probablement aussi météorologue que moi, peut-être plus performant que moi, a fait un choix. Et donc, lui, il continue à confronter tous les modèles, à optimiser, à réfléchir et à acquérir de l'expérience. Ça, c'est une des voies qu'on peut suivre demain. Donc là, on va continuer. Ah, on a perdu Louis. J'ai très peur qu'il n'y ait plus de batterie. J'ai entendu ça. On va essayer de retrouver Louis. C'est pas grave. Alors, on a une question pour toi pendant qu'on essaye de retrouver Louis. On a une question pour Kevin sur est-ce que quelle est la densité optimale de stations météo nécessaire pour avoir se garantir une bonne observation? C'est peut-être pour Nicolas. Un peu les deux, j'imagine. Moi, je peux parler pour mon cas. La densité de stations, en fait, elle est liée complètement à la structure du terrain. C'est déjà l'agriculteur lui-même qui connaît déjà mieux ces zones et potentiellement les secteurs où il y a des vallons, des combes. En agricole, en viticole, dans tous les cas, les formes de terrain sont similaires, mais on peut avoir des zones plutôt planes où on aura des conditions météo assez semblables. Mais moi, dans mon cas, j'ai beaucoup de stations dans une petite structure, tout simplement parce qu'on a des conditions et des variables. Au départ, j'ai commencé avec 3 stations météo.
parce que pour moi, je pensais que c'était suffisant de par les problématiques de microclimat liées à mon secteur. Et j'ai fini par en racheter une quatrième parce que dans un périmètre pas assez proche au final, il me semblait avoir pas tout à fait les mêmes conditions. Et aujourd'hui, j'ai énormément appris avec ces données en temps réel de température haute ou de température basse. Et je connais aujourd'hui mes secteurs qui sont les plus froids. Et curieusement, c'est pas du tout les secteurs que j'imaginais au départ. Pour moi, j'avais tout un secteur que je pensais très froid et qui est loin d'être le plus froid, alors que des secteurs qui étaient plutôt en coteaux, en fait, a priori, subissent un courant d'air et on a jusqu'à 2 degrés de moins et des variables. Des fois, en pleine journée, on peut avoir jusqu'à 5 à 6 degrés d'écart d'une station à l'autre dans la même journée. Donc, c'est assez important. Donc, le nombre de stations à apporter, on peut avoir une station qui couvre plusieurs kilomètres carrés et à côté de ça, on avoir deux dans un secteur assez proche. Dans tous les cas, comme l'a dit Louis, l'observation est importante et plus on aura un maillage important, meilleur elle sera. Après, faut rester relatif à l'unité de la parcelle, quoi. Oui, il y a aussi des questions, en plus de la disparité et de l'ultra-localité de la parcelle, sur les saisons. On nous pose la question sur est-ce que les prévisions, par exemple, au printemps et à l'automne sont plus stables ou moins, enfin, bon, elles sont plus instables, mais quel est votre ressenti par rapport à ça? Normalement, on devait aussi avoir Louis. On essaye de se reconnecter, hein. On essaye de le reconnecter, on n'a pas volontairement éjecté. Alors, moi, mon petit niveau, dans tous les cas, c'est sûr que en intersaison, il est plus facile de gérer une problématique de prévision dans les périodes orageuses ou les phénomènes cévenols d'automne. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a un nombre de paramètres qui viennent se rajouter, des vents d'altitude des fois très forts, des conditions qui peuvent changer et bouleverser très rapidement les conditions. Et du coup, c'est vrai que je pense que en période intermédiaire, on a des conditions plus faciles pour pouvoir donner des prévisions plus justes. Dans des périodes d'été où on a des périodes orageuses, dans tous les cas, c'est là où c'est peut-être le plus compliqué. Mais je pense que Louis sera plus à même de répondre à cette question. On était sur la variabilité des prévisions, avant de vous perdre, sur la variabilité des prévisions printemps, automne. Est-ce que les modèles sont constants sur l'année ou est-ce qu'on constate une saisonnalité des prévisions? On va dire ça comme ça. Oui, pardon pour cette petite coupure d'électricité, tout simplement. L'ordinateur, il a besoin de courant lui aussi. Voilà. Donc, oui, effectivement, les modèles. Alors, moi, j'ai manqué une petite partie de la discussion, mais revenir sur une chose qui est fondamentale. C'est-à-dire que j'avais commencé à dire, Nicolas, voilà, joue au prévisionniste, c'est génial, et c'est une façon d'aborder la météorologie. Puis, il y en a une autre qui est beaucoup plus pragmatique. On va juste être un utilisateur. Alors là, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on veut juste être un utilisateur, c'est picorer, c'est-à-dire passer d'un site à un autre, d'un modèle à un autre, en disant bah, tiens, aujourd'hui, celui-là, peut-être qu'il est un peu mieux, ou parce que celui-là, hier, il m'a un peu déçu, donc je vais passer à l'autre. Non. Ce qu'il faut, c'est être constant, c'est être fidèle, parce qu'effectivement, on l'a vu dans les résultats des modèles, même s'il y a des petits écarts d'un endroit à un autre, essayons de ne pas cumuler les erreurs en passant de l'un à l'autre au mauvais moment. Donc, si vous utilisez le même, si vous êtes fidèle à un même modèle pendant toute une saison, vous verrez qu'à la fin, globalement, vous aurez quand même de bons résultats, avec toujours un petit pourcentage d'erreurs. Hein, on en a parlé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, en fonction de son endroit géographique et des paramètres qui vous intéressent, on peut distinguer quelques modèles. Alors, moi, je suis un ancien de Météo France, je ne suis peut-être pas totalement objectif, mais c'est clair que sur la France, prendre de base le modèle arôme et le modèle arpège, bon, c'est plutôt une bonne base. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est des modèles qui vont encore évoluer dans les toutes prochaines années, notamment le modèle arôme, qui va être de plus en plus précis et où je sais qu'une énième, je ne sais plus à combien on en est, version va arriver bientôt pour être plus précise à l'intérieur d'un même département. Donc ça peut laisser augurer d'une précision un peu plus grande, prévision d'orage, prévision de lame d'eau, prévision de température, notamment en situation de gel, ce qui va intégrer encore mieux le relief. Bon, il faut être pragmatique et regarder le vrai résultat et non pas simplement le résultat théorique attendu. Alors, ça veut dire quoi? Plus on va aller vers l'Atlantique, plus on va être sous l'influence océanique, plus les modèles anglo-saxons, le modèle français global, arpège, va être, de mon point de vue, un peu plus efficace. Et puis, plus on va aller dans les terres, dans des endroits où on retrouve un peu de continental ou encore du relief,
plus les modèles suisses, allemands par exemple, vont pouvoir être challengés, ou en tout cas être plus efficaces peut-être par moment que le modèle français. Je sais pour travailler avec mes copains en Savoie et en Haute-Savoie que le modèle suisse, évidemment, dans certains cas, est beaucoup plus performant, notamment sur des situations de neige continentale, de masse d'air froid qui arrivent au centre de l'Europe, où évidemment l'intégration des modèles allemands et suisses est peut-être un peu plus efficace. Donc voilà pour donner dans les grandes lignes. Mais moi, ce qui me paraît important, c'est qu'à un moment, il faut rester fidèle et de se dire, bah, il a été un peu moins bon, que de se dire, ah non, il n'est pas bon, je passe à l'autre. Et si vous n'avez pas la chance qui va avec vous, eh bien, vous pouvez cumuler l'erreur de ce modèle-là avec le lendemain, l'erreur et ainsi de suite, être beaucoup moins efficace que si vous restez fidèle à un même modèle. Il y a d'autres questions sur la fiabilité de modèles et leur mise à jour, par exemple. En particulier, apparemment, GFS va faire une mise à jour bientôt de son modèle. Donc, en effet, il y a aussi, les modèles évoluent. C'est ce que vous nous aviez expliqué précédemment. Donc, c'est important de garder ça en tête. J'ai une autre question aussi pour Kevin par rapport à l'étude qui a été faite. Quelles étaient les variables que tu as étudiées et puis, non, les variables évaluées. Ah oui, les variables évaluées et les scores calculés. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail ou si je peux revenir sur éventuellement les slides comme tu veux. Ouais, alors nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de positionner quels étaient les meilleurs modèles sur la température, l'hygrométrie, la pluviométrie et le vent. Et pour chaque mesure, on va dire, on a défini des critères qui vont nous permettre de positionner un score. Donc sur la température, typiquement, on est sur l'écart entre la prévision et la valeur observée, mais on a aussi posé des poids sur par exemple la capacité d'un modèle à prédire plutôt bien ou plutôt moins bien les températures négatives, donc pour les problématiques de gel. Et si on prend sur la température sur la pluviométrie que j'ai présentée, on avait deux critères principaux qui étaient savoir détecter un épisode pluvieux ou pas, donc en gros est-ce qu'il a plu ou est-ce qu'il n'a pas plu, et savoir aussi détecter la quantité et l'intensité. C'est-à-dire qu'un agriculteur ou un viticulteur ne va pas être impacté de la même façon en fonction de est-ce que la pluie tombe les 10 mm d'un coup ou est-ce que ça va s'étaler sur le temps. Donc, c'est des critères qu'on a pris sur les mesures de pluie. Okay. La petite question venait d'Olivier Dedon pour information. Partager les résultats. Oui, avec plaisir. Je pense que tu pourras rentrer en contact avec lui. Pour Nicolas, il y a une question en fonction de la mesure des précipitations sur 4 stations. Est-ce que vous arrivez à adapter vos traitements, même si sur des petites distances, cela paraît plus pertinent, bien évidemment. Est-ce que vous arrivez à jongler au quotidien avec toutes ces données? Oui, alors avant de répondre à cette question, je vois qu'il y a une question de quelqu'un qui demande la fiabilité de ces pluviomètres et des capteurs. Alors moi, bien évidemment, avant d'acheter des stations Sencrop, je me suis posé la même question et donc du coup, il a fallu que je m'amuse un petit peu. Donc c'est-à-dire que les stations, elles ont été positionnées avec des pluviomètres mis côte à côte et donc je faisais les relevés manuels et j'enregistrais les données chiffrées sur mon téléphone. Donc je faisais la comparaison et j'ai tenu un certain temps, j'ai arrêté par la suite parce que les capteurs sont effectivement d'une grande fiabilité là-dessus. Et puis, il y a autre chose qui peut vite donner une réponse, c'est que quand vous voyez les autres stations Sencrop aux alentours, vous n'avez pas des variables aussi différentes que ça. Quand il est tombé une pluie d'automne qui est classique, vous avez 25 mm sur 24 heures, vous avez 25, 26, 27, 22, 24, ça bouge à des distances normales et on voit très bien la fiabilité des capteurs. Donc là-dessus, moi je pense que c'est, on peut. Moi aujourd'hui, j'ai toute confiance dans les données de ces stations. Après, elles sont proches, effectivement. Moi, dans l'utilisation, effectivement, j'utilise après une modélisation des maladies via une OAD, qui du coup, effectivement, me donne une évaluation différente d'une parcelle à une autre. Après, bon, bien sûr, les OAD, en fonction des maladies et des variétés, alors nous, c'est de la vigne, mais entre des cépages, pour nous, en Bourgogne, le pinot noir ou le chardonnay, par exemple, très sensible à l'odium, on aura un calcul qui sera différent de la quantité d'eau qu'on aura eu sur un secteur. Et donc, effectivement, j'adapte aussi bien les doses et puis, éventuellement, le nombre d'interventions. Donc, parfois, on a une pluie qui
au final pas suffisamment contaminatrice dans un secteur de parcelle, alors qu'un autre secteur pourrait être reconduit. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué en tant que Viti ou d'Agri de forcément vouloir s'adapter, mais il est plus facile de moduler des doses que d'éventuellement de faire une impasse sur un secteur en disant celle-là, je ne la fais pas. Mais des fois, les conditions peuvent changer 3-4 jours après et du coup, ça décale des programmes. Dans la réalité, c'est compliqué. Mais de moduler des doses, oui, bien évidemment, c'est assez simple. Et la modélisation via une OAD vous conforte. Auparavant, c'est des choses que je faisais plus empiriquement avec des évaluations. Aujourd'hui, j'ai des vraies données terrain avec des vrais calculateurs qui me donnent des vrais indices. Et avec la petite expérience que j'ai, je suis assez confiant et je prends au final moins de risques en m'appuyant sur ces données-là. Il y a beaucoup de questions très précises Est-ce pour que vous. je peux répondre à une petite question sur l'observation elle-même? Parce que ça, c'est important. C'est effectivement, on se dit, bah oui, les capteurs, moi je disais tout à l'heure, les observations qui vont être intégrées dans les modèles sont des observations qui répondent à un cahier des charges qui doit être le même partout. On comprend bien que le relevé en Argentine doit être le même qu'au fin fond de la Russie, qu'en France ou dans un autre endroit, si on veut pouvoir comparer ça et être efficace. Mais après, il y a à distinguer autre chose, c'est-à-dire l'utilisation d'un agriculteur, d'un professionnel, de cette observation pour son usage. Et là, on peut avoir des capteurs qui vont être installés différemment du cahier des charges qui va être intégré dans les calculateurs de Météo France ou d'autres. Donc, on peut distinguer les deux et l'un n'est pas meilleur que l'autre. C'est-à-dire que deux usages différents. Mais il est clair que l'observation que l'on va personnaliser parce qu'on se rend compte qu'en fonction de la place où on va l'avoir mis, on va avoir quelque chose qui est plus révélateur d'une lame d'eau, d'une température, que si on l'installe rigoureusement comme le voudrait le cahier des charges donc de l'OMM, c'est important et c'est à distinguer. C'est juste que l'observation, si elle est personnalisée, ne peut pas être intégrée dans le collectif et évidemment, on peut très bien cumuler les deux également. Donc voilà pour répondre à quelques questions. Pourquoi le capteur n'est pas à la bonne hauteur pour pouvoir être intégré? C'est juste qu'en fonction de l'usage que l'on va en faire, eh ben, on peut personnaliser cette observation, bien sûr. Très bien. J'ai une autre question pour vous, Louis, qui est peut-être moins pragmatique, mais un peu plus ouverte sur les changements et le dérèglement climatique actuel, qui semble accentuer les phénomènes météorologiques extrêmes. Et l'illustration, c'était le vortex polaire et la vague de froid qu'on a eu récemment dans l'hémisphère nord. A-t-on encore réellement une marge de manœuvre sur le climat et est-ce que oui, voilà. Et quelle est cette marge de manœuvre? Est-ce qu'on a la capacité d'analyser? Est-ce que les prévisions à 15 jours ont encore du sens dans ce contexte-là? Voilà, c'est des questions qu'on se pose. Alors, effectivement, il y a déjà le problème du réchauffement ou en tout cas du dérèglement climatique. Voilà, c'est quelque chose dans le paramètre température. C'est quelque chose qu'on constate de manière beaucoup plus virulente. Je vais aller assez vite parce qu'après, c'est un long débat, mais plus virulent au niveau des pôles et au niveau de l'équateur. Mais aux latitudes tempérées, il y a encore beaucoup de questions. Comme vous lisez le rapport du GIEC, moi, de mon expérience également de pratiquer la prévision quotidienne à l'échelle européenne, l'avoir fait régulièrement, c'est compliqué de voir où est l'impact aujourd'hui, hormis la température moyenne, qui a une influence sur les niveaux d'enneigement et autres. Mais quand vous regardez les épisodes Cévenol, les épisodes de froid, les épisodes de forte chaleur, très honnêtement, si vous remontez un peu dans le temps, distinguer ces épisodes de ce qu'ils étaient naturellement avant ou pas, c'est encore très compliqué. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une influence, hein, ça ne veut pas dire ça, mais c'est pour modérer ou en tout cas mettre un peu de recul sur tout ça. Ensuite, est-ce que les modèles intègrent ce réchauffement? Oui, bien entendu qu'aujourd'hui, les modèles essaient d'intégrer ces changements, l'influence océan-atmosphère, c'est ce que je dis, on utilise aujourd'hui des équations, une connaissance et qui évolue au quotidien. On lance des études régulièrement sur de nouveaux programmes. La façon, là, il y a eu récemment une énorme étude sur les échanges entre l'océan et l'atmosphère quand une dépression circule sur l'Atlantique Nord pour mieux l'intégrer, mieux la prévoir, voir où sont les échanges d'énergie. On a fait la même chose sur la ceinture équatoriale il y a une vingtaine d'années, comprendre. Donc, en permanence, on essaie d'intégrer ces changements. Donc, forcément, on intègre la hausse de la température et des règlements. Alors après, avec plus ou moins de résultats et de succès, on parlait des prévisions à 15 jours. Alors moi, de mon expérience, ces prévisions-là n'ont jamais été bonnes. Les Américains, aujourd'hui, en font quelque chose qu'ils vendent même.
je trouve qu'ils sont un peu limites. Très honnêtement, si vous faites l'exercice à partir de demain, regardez les prévisions à 10 ou 15 jours, dans notamment GFS ou encore le modèle européen, vous allez voir que d'un jour à l'autre, elles changent. Donc, ça n'a pas encore une fiabilité très intéressante. Quand on rentre dans la semaine, bon, qui devient un peu plus correct sur des grandes tendances. C'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est aussi un bon moyen de voir s'il y a des situations de blocage, parce que les situations de blocage nous permettent parfois de faire des projections assez justes à 6 ou 7 conditions anticycloniques, au contraire, conditions perturbées qui vont se poursuivre. Mais au-delà, ça reste encore, je dirais, de l'adage ou en tout cas de la prédiction et non plus de la prévision. Donc, on est dans Madame Irma, parce que on finira sur Madame Irma. Ne pas aller encore. Non, je dis ça, je suis un peu moqueur, mais oui, je trouve qu'il faut faire assez attention. Il y a de plus en plus de sites aujourd'hui qui se targuent comme ça de faire des prévisions, qui en font presque quelque chose qui va être fiable, qui va être flatteur, qui va être presque du sûr. Et là, je trouve qu'il faut faire attention. Au-delà d'une semaine, moi, je ne me risque pas. D'ailleurs, vous avez vu les médias où j'interviens, jamais la semaine. Et j'ai dit à TF1 et RTL que je ne ferai jamais de prévision au-delà d'une semaine aujourd'hui, parce que pour le coup, ce n'est pas très honnête et ça ne me paraît pas suffisamment fiable pour être diffusé. C'est clair, c'est bien noté. On arrive à la fin de notre heure qui est passée une vitesse folle. Nicolas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou Kevin par rapport à ce que lui vient de dire? Sinon, dans ce cas-là, je vous invite, alors pour ceux qui n'ont pas pu avoir la réponse à leurs questions, on vous a mis l'adresse email de Sencrop pour remonter les questions à Louis qui pourra bien évidemment revenir vers vous. Et pareil, voilà, mais on fera un petit tri s'il faut, ou en tout cas on lui fera une compilation des questions. Pareil, pour contacter Kevin, vous pouvez le contacter via l'adresse contact@sencrop.com, on lui passera vos questions. Et puis Nicolas aussi a accepté de répondre à vos questions si d'un point de vue beaucoup plus pratique, sa connaissance vous intéresse d'un point de vue agricole, n'hésitez surtout pas à le contacter. En tout cas, je voulais vous remercier très sincèrement tous les trois pour le travail préparatoire ainsi que les personnes qui m'entourent, qui sont derrière pour ce travail préparatoire pour ce webinaire. Et puis, j'espère surtout vous retrouver très bientôt pour un prochain webinaire. À très vite et puis bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir, merci. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée.